Célébration de la journée de l'arbre le 1er juin de chaque année au Bénin. Nous nous sommes intéressés à l'importance de l'arbre dans la vie de l'être humain et les raisons incitant au reboisement. Reportage à suivre dans cette édition. L'usage du téléphone portable au travail est désormais interdit au personnel soignant du service de réanimation du Centre national hospitalier et universitaire de Cotonou. Cette interdiction fait suite aux multiples plaintes déposées par les usagers de l'hôpital. Précision à suivre dans ce journal. Shanghai entre dans la dernière phase de déconfinement avec un retour à la normale complet et néanmoins progressif. Les centres commerciaux, supérettes, pharmacies et salons de beauté pourront fonctionner à 75% de leur capacité. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur Speedline Télévision. Face à la recrudescence des enlèvements factices orchestrés avec la complicité des fausses victimes, le ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique a rendu public communiqué ce mardi 31 mai 2022. C'est à l'occasion d'un point de presse. Il s'agit de mettre en garde les auteurs et complices de tels agissements. On l'écoute. Depuis 2019, il se développe dans notre pays une nouvelle forme de criminalité qui consiste à procéder à l'enlèvement de proches, de responsables politico-administratifs ou de personnes fortunées avec exigence de paiement de rançon avant leur libération. Le gouvernement de la République du Bénin s'est dès lors évertué à éradiquer ce phénomène en dotant les unités spécialisées de la police républicaine de moyens logistiques et techniques subséquents. Mais depuis quelques mois, la tendance baissière observée commence à laisser place à une résurgence du phénomène avec un indicateur majeur qui découle de l'étude des cas. Il s'agit de l'orchestration des enlèvements par la plupart des prétendues victimes pour y tirer un profit financier en partageant la rançon payée par leurs parents avec des ravisseurs factices. En définitive, il n'y a aucun doute que la recherche du gain facile amène une frange de nos concitoyens à se départir des règles morales pour adopter des comportements déviants du genre. Pour assurer le calme et la sérénité nécessaires au développement socio-économique de notre pays, la police républicaine, en liaison avec les autorités judiciaires, ne ménagera aucun effort pour débusquer les citoyens indélicats qui s'adonnent à de telles pratiques. C'est pourquoi je voudrais inviter toute la population à une franche collaboration avec les forces de sécurité publique en dénonçant tout comportement suspect dans ce domaine, afin que leurs auteurs subissent la rigueur de la loi. Le Bénin célèbre le 1er juin de chaque année la journée nationale de l'arbre. L'objectif d'une telle journée est la promotion du reboisement et la sensibilisation sur les conséquences de la déforestation. Quelle est l'importance de l'arbre dans la vie de l'être humain et pourquoi reboiser? Réponse dans ce reportage. Nos grandes villes, notamment Cotonou, étaient nues. Comment on peut habiller une ville? La solution, le reboisement. Le 1er juin 1985, l'aventure va démarrer avec la journée nationale de l'arbre et la campagne de reboisement. L'artisan de cette initiative, le président Mathieu Kérékou. C'est comme s'il savait qu'aujourd'hui nous allons connaître les changements climatiques. Mais c'est pourtant en 2008 que la Terre a connu la température la plus forte en termes de réchauffement climatique. Cet homme est à célébrer tout simplement. Aujourd'hui où nous parlons des changements climatiques. Depuis lors, des milliers de plants sont mis en terre chaque année à travers tout le pays pour renforcer le couvert végétal. Aujourd'hui, impossible de retrouver le plan du 1er juin 1985, même si le site est connu. Le premier plan que le président Kérékou a mis en terre à Sémé-Podi, dans l'arrondissement de Okun-Sémé, c'était sur la parcelle E2. La parcelle E2 a eu le malheur d'être contiguë à la zone qui a été choisie pour la zone franche industrielle. Et une fois que la zone franche industrielle s'est installée, les propriétaires terriens qui étaient dans ce domaine ont été expropriés et recasés
sur le domaine de la parcelle E2, ce qui a fait partie de notre forêt, sinon vous l'aurez vu. Acacia, Milena, Caicedra, Abseria et les palmiers royaux sont entre autres arbres souvent plantés. Une fois à maturité, ces produits forestiers sont classés en 2 catégories, à savoir bois service ou bois d'œuvre. Selon les statistiques de la Direction générale des forêts et services naturels, plus de 60 millions de plants sont en terre sur une superficie de plus de 160 millions d'hectares depuis l'instauration de cette journée. Les régimes se succèdent et la GNA résiste à l'épreuve du temps. Mieux, cette initiative a inspiré des projets comme 10 millions d'arbres, 10 millions d'arbres. Ce 1er juin 2022, le Bénin célèbre la 37e édition de cette journée. Une occasion pour inviter la population à planter un arbre. L'objectif étant de limiter les effets de la déforestation. Mais une préoccupation demeure. Quel est le sort de ces arbres après chaque célébration? Depuis 2016, le secteur de la santé se métamorphose au Bénin. De grands projets à dimension internationale se concrétisent sans tambour ni trompette. Et quel point d'étape peut-on alors faire de ces grands chantiers en cours dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2021-2022 au niveau du secteur de la santé? Les réponses à ces interrogations avec le ministre de la Santé, Benjamin Rumpati, dans ce reportage signé Romaric Dossa. Des infrastructures avec des équipements de pointe, un personnel qualifié, un cadre législatif rigoureux, c'est la synthèse des actions du gouvernement en faveur du secteur de la santé. C'est un rêve qui devient progressivement une réalité grâce aux différentes réformes imprimées par le président Talon, dans la création d'un environnement favorable à l'investissement et une offre de soins de qualité en République du Bénin. Aujourd'hui, pour ouvrir une structure privée, je prends l'exemple d'une clinique, vous devez être forcément médecin. Il n'y a pas d'investisseurs privés qui peuvent investir de l'argent pour permettre la création d'une structure privée. Aujourd'hui, ça va changer avec cette nouvelle loi. Nous allons favoriser l'investissement privé. On a fait un assainissement dans le secteur, on a fermé les structures privées qui étaient totalement illégales, des véritables mouroirs. Et avec ce corpus législatif que nous allons mettre en place, nous allons vraiment favoriser la vraie installation de vraies structures qui vont offrir des soins de qualité aux populations. L'avortement est désormais légal au Bénin. Pour le ministre de la Santé, Benjamin Rumpati, cette réforme vient soulager les peines de nombreuses femmes qui, face à la détresse d'une grossesse non désirée, se trouvent obligées de mettre leur vie en danger par des pratiques d'interruption de grossesse dans des conditions non sécurisées. Chaque Béninoise a droit à la vie. Et nous estimons aujourd'hui que ce que le gouvernement a fait va contribuer à sauver ces vies. 20% des décès maternels sont liés aux avortements clandestins. C'est effarant. Et il fallait faire quelque chose. Et de l'autre côté, je voudrais vous rassurer que de l'autre côté, le gouvernement a eu à mettre en place d'autres dispositifs. Si je prends la planification familiale, qui permet de prévenir les grossesses non désirées. Le gouvernement a aujourd'hui de mettre en place des dispositifs pour rendre totalement gratuit l'offre des services de planification familiale. Donc, en toute chose, il faut savoir vraiment trouver le juste milieu pour avancer. Lorsque cette loi a été votée, nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour la prise des décrets d'application qui vont organiser comment ça va se passer, qui peut le faire, où le faire, quand le faire. Comme un symbole dans le secteur de la santé au Bénin, l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi, dont le chantier est en cours et qui s'étend sur plus de 15 hectares, donne le top de la métamorphose. Dans cet espace hospitalier, tous les services seront installés avec des prestations de haut niveau, informe le ministre de la Santé. Déjà, je peux vous rassurer que tout est fait pour que le CHU de référence d'Abomey-Calavi puisse démarrer avec les ressources humaines nécessaires, que ce soit déjà disponible sur place et que ce soit des ressources humaines que nous allons faire venir d'ailleurs. Nous sommes en train de veiller à ça. Je donne un exemple simple. Aujourd'hui, nous avons commencé à développer le pôle de compétences en chirurgie cardiaque. Nous allons commencer bientôt pour la cardiologie interventionnelle, l'ophtalmologie aussi, l'ORL. En développant cette pôle de compétences, en fait, nous opérons un transfert de compétences. Au-delà du fait que des Béninois sont opérés, nous avons déjà opéré plus de 100 Béninois de chirurgie cardiaque. Au-delà du fait que ces Béninois sont opérés, nous sommes en train de faire en sorte qu'il y ait un transfert de compétences, justement pour préparer le démarrage justement du futur CHU de référence d'Abomey-Calavi. Le second quinquennat du régime de la rupture est aussi riche en projets que le premier.
Si certains sont en phase préparatoire, d'autres sont déjà en cours de mise en œuvre. Entre autres, il y a la construction de l'hôpital psychiatrique d'Alada qui constitue le nouvel élan pris pour le sous-secteur de la santé mentale et l'hôpital pédiatrique à Togbe. À tout cela s'ajoute l'entrée en vigueur imminente de l'assurance maladie universelle, confirme le ministre de la Santé, Benjamin Mpati. Et je l'annonçais en titre, l'utilisation du téléphone portable est désormais proscrite au personnel du service d'anesthésie, réanimation du Centre national hospitalier et universitaire CNHU de Cotonou. Une décision du directeur Dieudonné Yolonfon et son équipe. Cette interdiction fait suite aux multiples plaintes déposées par les usagers de l'hôpital, suivant les réactions de quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. La douane béninoise a saisi ce lundi 30 mai 2022 dans la commune de Waké plus de 40 tonnes d'engrais en partance vers le Togo. C'est le fruit des mesures prises par le gouvernement du président Patrice Talon pour lutter contre la sortie du territoire des intrants subventionnés par l'État. Les détails dans ce reportage. Le service régional de lutte contre la fraude et l'unité frontalière douanière ont encore intercepté un camion contenant 40 tonnes d'engrais dans la localité de Sonaolu, frontière Bénin-Togo. Et dès que l'opération a été lancée, nous avons effectué déjà plusieurs saisies, dont le camion que vous voyez, qui est d'immatriculation étrangère, qui a effectivement chargé des engrais de plus de 40 tonnes, destinés à la production agricole, subventionnés par l'État, mais qui malheureusement a été détournés vers les pays voisins. L'État béninois ne saurait accepter, subventionner à grands frais les produits qui finalement vont être détournés de sa destination réelle. Il est revenu au ministre d'État chargé de l'économie et des finances, M. Romiad Wadaï, et au directeur général des douanes que des intrants, des engrais qui sont des produits subventionnés par l'État béninois sortent frauduleusement du territoire national en violation des dispositions légales et réglementaires.
Dès lors, l'autorité douanière, qui est le directeur général des douanes, a tenu une séance de travail avec tous les chefs services régionaux de lutte contre la fraude et les directeurs régionaux à l'effet de renforcer les contrôles sur l'ensemble du territoire douanier béninois et en particulier de définir et de mettre en place la stratégie appropriée pour appréhender tout cas de sortie de ces engrais qui sont des produits subventionnés. Tout en rappelant les peines encourues par les fraudeurs, la douane appelle à une franche collaboration de la population et réaffirme son engagement. Cette sortie frauduleuse est constituée comme une infraction douanière prévue aux articles 467 et 472 du Code des douanes et considérée comme un détournement de marchandises de sa destination privilégiée. Et ce qui s'adonne à ces genres d'opérations, non seulement les positions saisies, mais ils encourent des peines privatives de liberté allant jusqu'à 2 ans. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel aux populations qui ont intérêt à collaborer avec l'administration des douanes en mettant à sa disposition des informations nécessaires pour qu'on puisse identifier tout ce qui s'apprête à donner à ces gens de pratiques. Dans tous les cas, l'administration des douanes est décidée, a pris les dispositions nécessaires pour en découdre avec tous ces indélicats qui cherchent à mettre en difficulté les efforts des gouvernants béninois. Le gouvernement continue de fournir des efforts pour rendre disponibles les intrants, donc ne saurait autoriser ces pratiques. Ouvrons à présent la page internationale de cette édition et démarrant par le Soudan. Des centaines de manifestants appellent au départ du représentant de l'ONU dans le pays. De nombreux partisans du groupe islamiste participaient au rassemblement qui survient alors que le Conseil de sécurité de l'ONU devrait se pencher sur la prolongation de la mission des Nations Unies au Soudan au-delà du terme de son mandat fixé au 3 juin. Des centaines de Soudanais se sont rassemblés mercredi devant la mission des Nations Unies dans la capitale Khartoum pour demander sa dissolution. Parmi les manifestants, des partisans de groupes islamistes critiquent des efforts déployés par l'envoyé de l'ONU, Volker Perthes, pour résoudre la crise politique et ce depuis le coup d'État militaire de l'année dernière. Volker doit partir aujourd'hui, avant demain. S'il ne le fait pas, nous le ferons partir de force. Nous ne négocierons pas, n'écrirons pas des rapports ou de discours à l'ONU, ce sera par la force directe. Volker est venu impliquer des partis dans la société soudanaise. La société soudanaise est opposée à ces partis. Ces personnes travaillent pour leurs propres bénéfices et leur travail implique l'exclusion et la vengeance. Nous n'arrêterons pas et nous ne nous calmerons pas tant que les problèmes au Soudan ne seront pas résolus par les Soudanais. Les rassemblements ont lieu alors que le Conseil de sécurité de l'ONU envisage de prolonger le mandat de la mission au-delà du 3 juin. Beaucoup accusent l'émissaire d'ingérence dans les affaires intérieures du Soudan. La mission de l'ONU ainsi que l'Union africaine et le bloc régional IGAD ont fait pression pour faciliter des pourparlers intersoudanais pour résoudre la crise. La junte militaire au pouvoir en République de Guinée a de nouveau affirmé qu'aucune marche ne sera autorisée aussi longtemps que les garanties d'encadrement ne seront pas réunies. Les militaires au pouvoir en Guinée ont indiqué que rien ne peut justifier l'organisation des marches en cette période transitoire. Reportage. Alors que le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a exhorté lundi les autorités guinéennes à rétablir le droit de manifester bloqué depuis le 13 mai dernier, mardi, les responsables de la transition ont opposé une fin de non-recevoir à cette requête, mettant en avant la période sensible que traverse le pays. Autre motif évoqué, les pertes en vies humaines enregistrées lors des marches contre le régime de l'ex-président Alpha Condé. Pour les militaires, rien ne saurait justifier des manifestations à l'heure actuelle, les Guinéens ayant renoué avec le dialogue. Mais leur décision est déjà contestée. Le Front national pour la défense de la Constitution prévoit en effet d'organiser des manifestations citoyennes et pacifiques pour dénoncer ce qu'il appelle
la confiscation du pouvoir par la junte. Au Sénégal, le président de la République a procédé au lancement officiel des travaux de l'usine de dessalement d'eau de mer assise au Mamel. Le projet est financé à hauteur de 137 milliards de francs CFA par l'État du Sénégal. Sur prêt concessionnel du Japon, la capacité de l'usine est de 50 000 m3 par jour, extensible à 100 000 m3. Reportage. Le président sénégalais a donné mardi le top départ des travaux de la première usine de dessalement d'eau de mer du pays. L'ouvrage estimé à hauteur de 137 milliards de francs CFA marque une nouvelle étape dans la réalisation du plan Sénégal émergent, a affirmé Macky Sall. Il devrait permettre de diversifier l'approvisionnement en eau de Dakar, victime de sa croissance démographique et du développement de son tissu industriel. Elle est d'autant plus vitale, cette usine, que la situation démographique, combinée à une forte poussée immobilière, un développement fulgurant des activités économiques, ont engendré une surexploitation des ressources hydriques locales, accélérant ainsi la remontée du biseau salé dans la presqu'île du Cap-Vert. Mais cette usine ne fait pas l'unanimité. Depuis 2016, des voix s'élèvent contre ses conséquences éventuelles sur l'environnement. Macky Sall tente de rassurer. L'État a pris toutes les dispositions nécessaires à la maîtrise optimale des impacts environnementaux et sociaux de ce projet dans l'esprit des objectifs de développement durable, en particulier l'objectif numéro 6 qui concerne l'eau potable et l'assainissement. De nombreux quartiers de Dakar sont régulièrement confrontés à des problèmes d'eau. La capitale a la croissance démographique importante, concentre sur 0,3% du territoire, le 5e des 17 millions de Sénégalais et la quasi-totalité des activités économiques du pays. Et puis Ukraine à présent, Moscou poursuit sa politique de russification, notamment dans la région de Kherson. Mais les nouvelles autorités pro-russes de la cité côtière ont déjà exprimé le souhait d'être rattachées à la Russie. Moscou a aussi annoncé qu'elle délivrerait aux habitants un passeport russe via une procédure simplifiée. Les forces ukrainiennes affirment regagner du terrain, particulièrement près de Kherson, ville proche de la Crimée et passée sous contrôle russe. Mais les nouvelles autorités pro-russes de la cité côtière ont déjà exprimé le souhait d'être rattachées à la Russie. Moscou a aussi annoncé qu'elle délivrerait aux habitants un passeport russe via une procédure simplifiée, une mesure qui inquiète les États-Unis. Nous restons préoccupés par les mesures prises par la Russie pour tenter d'institutionnaliser le contrôle du territoire ukrainien souverain, en particulier la région de Kherson. Le Kremlin évalue probablement plusieurs approches allant de la reconnaissance d'une soi-disant république populaire, comme la Russie l'a fait par la force à Donetsk et Louhansk, à une tentative d'annexion, comme la Russie l'a fait en Crimée. Il faut dire que dans les régions désormais sous contrôle russe, les autorités partisanes de Moscou ont déjà établi leurs propres administrations, annoncé le passage au paiement en roubles et organisé la distribution de cartes SIM d'opérateurs télécoms russes. La ville de Kherson est donc victime à son tour de la politique de russification menée par Moscou, comme le sont déjà depuis 2 mois plusieurs villes de l'Est ukrainien, notamment Volnovakha. Ukraine, toujours, les forces russes se concentrent sur la conquête de la région du Donbass où se joue désormais une guerre d'usure après bientôt 3 mois de conflit. Selon le gouvernement de la région de Lugansk, les combats de rue font rage dans la ville stratégique de Severodonetsk au moment où les forces de Kiev attendent l'arrivée de nouvelles armes américaines. Les troupes russes contrôleraient désormais près de 80% de la ville clé de Severodonetsk dans l'est de l'Ukraine. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le gouverneur de Louhansk, Serhiy Haïdaï. Alors que de violents combats de rues se poursuivent dans la ville, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu que les forces de Kiev déplorent chaque jour jusqu'à 100 morts et 500 blessés. À Lysychansk, la ville voisine de Severodonetsk, la tension monte parmi les habitants et les forces de l'ordre.
Ce n'est pas une guerre sur les lignes de front, c'est une guerre contre les civils, avec des villes et des villages détruits. Toute la vie est détruite. Les résidents de Lysychansk survivent grâce aux livraisons d'aide humanitaire. Pour être honnête, je n'arrive pas à croire que je vis dans un abri à mon âge. Je suis comme une SDF. Alors que l'est de l'Ukraine est sous le feu incessant de l'armée russe, Volodymyr Zelensky a accueilli favorablement l'annonce du président américain Joe Biden d'une nouvelle aide militaire, notamment des systèmes de missiles avancés. Pour Moscou, Washington jette de l'huile sur le feu. Les demandes de fourniture d'armes de l'Ukraine sont une provocation directe visant à entraîner l'Occident dans les hostilités. Washington balaye les craintes d'une escalade de la guerre et assure que ces nouvelles armes ne donnent pas à l'Ukraine les moyens de frapper le territoire russe. C'est la Russie qui attaque l'Ukraine et non l'inverse. Et tout simplement, la meilleure façon d'éviter une escalade est que la Russie mette fin à l'agression et à la guerre qu'elle a déclenchée. C'est tout à fait en son pouvoir de le faire. Les Ukrainiens des territoires contrôlés s'inquiètent d'une possible annexion. Des référendums pourraient être organisés par la Russie dès le mois de juillet dans certaines régions. La Pologne va finalement avoir accès aux aides auxquelles elle peut prétendre dans le cadre du plan de relance européen de 150 milliards d'euros, plus d'un an après que Varsovie lui en a officiellement fait la demande. La Commission européenne a donné son feu vert mercredi 1er juin. Reportage. 24 milliards d'euros de subventions, 12 milliards d'euros en prêts. La Commission européenne a approuvé mercredi le plan de relance polonais pour faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19. L'institution a reporté à plusieurs reprises sa décision sur fond de controverses concernant la réforme du système judiciaire en Pologne. 2 commissaires européens ont voté contre cette validation. Le commissaire en charge de l'économie se dit pour sa part confiant de voir le gouvernement polonais se conformer à ses obligations. Bien sûr, nous sommes convaincus que si notre décision est approuvée par le Conseil, nous sommes convaincus que ces engagements seront remplis. Bien sûr, nous évaluerons cet engagement de manière très stricte. La Commission et Varsovie ont convenu d'une série d'étapes et de conditions dans le domaine judiciaire avant de débloquer l'argent. La présidente de l'institution, Ursula von der Leyen, prévoit de se rendre jeudi à Varsovie pour remettre formellement le chèque. Au Parlement européen, certains députés ne cachent pas leur colère. Pour ces élus, la Commission vient de perdre son moyen de pression sur la question des valeurs fondamentales face au gouvernement ultra-conservateur polonais. Une lettre a été envoyée à la présidente de l'institution pour demander la tenue d'un débat dans cette affaire. Ursula von der Leyen sacrifie l'état de droit. Même les conditions qu'elle a répétées ces derniers mois, encore et encore, ne sont pas respectées. La chambre disciplinaire n'est pas dissoute, elle est plutôt rebaptisée. Les juges ne reprennent pas leurs précédentes fonctions. Certains ont été réintégrés, mais ont été immédiatement envoyés à l'autre bout du pays. C'est donc une fausse réforme et il y a maintenant des milliards et des milliards d'euros de fonds envoyés vers la Pologne. Et nous ne savons pas où ils doivent arriver puisque la justice en Pologne est brisée. Malgré les récentes modifications, la Pologne continue d'ignorer une vingtaine de décisions de la Cour de justice de l'Union européenne et plus de 1700 juges ont été nommés illégalement. Dans ces conditions, en cas de fraude ou de litige concernant l'usage de cet argent européen, beaucoup s'interrogent sur l'indépendance réelle de la justice polonaise. Après avoir déjà assoupli plusieurs restrictions ces dernières semaines, la mairie de la capitale économique chinoise a déclaré que les habitants de zones jugées à faible risque seront autorisés dès ce mercredi à se déplacer librement dans la ville. Et cette étape importante vers la fin du confinement s'appliquerait à environ 2 millions de personnes. Reportage. Minuit à Shanghai la nuit dernière, ambiance de réveillon au mois de juin pour célébrer non pas la nouvelle année mais la levée du confinement qui dure depuis 2 mois.
Impossible pour les habitants de la capitale économique du pays de rater ce moment. Ils étaient des milliers à s'être rassemblés sur les berges du fleuve Huangpu pour vivre ce décompte de minuit bien particulier. Je suis venu ici avec ma famille pour garder un souvenir de cette fin de confinement, en espérant que ce genre de situation ne se reproduise plus. J'espère qu'à l'avenir, nous chérirons la vie, que nous ne laisserons pas la pandémie l'affecter à nouveau. Shanghai a été confiné par étapes à partir de fin mars en réponse à une flambée épidémique à l'échelle nationale, la pire depuis le début de la pandémie fin 2019. Contrairement à nombre de pays, la Chine continue d'appliquer une stratégie zéro Covid. Les 25 millions d'habitants que compte Shanghai accueillent avec soulagement ce retour à la normale, même si les personnes habitant dans des zones considérées à haut risque feront-elles toujours l'objet de restrictions au déplacement. Le protocole sanitaire s'assouplit également en Europe, notamment en Grèce. Ce mercredi marque la fin du port obligatoire du masque en intérieur. La mesure reste cependant en vigueur dans les hôpitaux et les établissements de soins pour personnes âgées, ainsi que les transports publics. Fin de l'obligation du port du masque aussi dans les aéroports et à bord des avions. Le gouvernement grec suit ainsi la ligne empruntée par l'Agence européenne de la sécurité aérienne la semaine dernière. Elle annonçait la levée du port du masque dans les avions et aéroports de l'Union européenne, laissant le caractère obligatoire ou pas de ce dernier à l'appréciation des compagnies aériennes. Et voilà qui vient mettre un terme définitif à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de Speedline Télévision et faites surtout un tour sur nos plateformes digitales, Facebook, YouTube également, le www.speedlinetelevision.com. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien et que Dieu nous garde.